Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de bioentrepreneur.com. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Thomas Uriez. Thomas Uriez, c'est le fondateur de la marque 1083. Bonjour Thomas. Bonjour. Donc, tu as fondé 1083 il y a à peu près 3 ans. Mhm. Et 1083 aujourd'hui, c'est une marque de mode éthique qui cartonne, on peut dire. Ça marche plutôt bien. Et c'est parti d'une campagne de crowdfunding au début. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus? Oui, bien sûr, j'ai créé 1083 en 2013. À l'époque, j'étais gérant de la marque Mode Éthique. On distribue des vêtements écologiques et équitables et je manquais de fournisseurs. Ouais. Du coup, avec la perte de mes fournisseurs, je me retrouvais un peu en difficulté. J'ai voulu créer ma marque propre pour gagner en indépendance. Ok. J'avais plus trop d'argent. Donc, du coup, le moyen pour moi d'acheter mes matières premières, c'était d'impliquer mes clients dans cette démarche de relocalisation. Et donc, je leur ai proposé de précommander des jeans et des baskets made in France D'accord. pour avoir les fonds pour lancer la production. Sachant que tu as commencé sur la ville de Romans, sur Isère, c'est ça? Oui, moi je suis installé à Romans-sur-Isère, la capitale de la chaussure. Voilà. Et c'est pour ça que ça me tenait tant à cœur de travailler sur la notion de relocalisation, parce Ok. que les savoir-faire se perdent et plus on attend, plus on a de difficultés à les relocaliser. Parce qu'on manque de machines, de D'accord. personnel, de savoir-faire. Donc tu fais partie des rares personnes qui ont cru en le savoir-faire local plutôt que d'aller chercher des systèmes de production ailleurs, comme beaucoup l'ont fait par la délocalisation notamment. Oui, en fait, la clé, la croyance sur le savoir-faire, finalement beaucoup la partagent parce qu'on vit tous avec, je dirais, tristesse, la perte de nos savoir-faire, de nos Ouais. ateliers, de nos agriculteurs, c'est la même chose. Mhm. Par contre, ce qu'on a compris et ce qui a changé la vie de 1083, c'est qu'en fait l'enjeu de compétitivité, il n'était pas au niveau de la production, Ouais. il était au niveau de la distribution. En fait, il y a 50 ans, à Romans, capitale de la chaussure, on fabriquait beaucoup de chaussures parce qu'en fait, il y avait très peu d'intermédiaires de distribution. Et du D'accord. coup, entre le prix de revient de la chaussure et son prix de vente au consommateur, Ouais. il y avait un coefficient de 1 pour 3. C'est-à-dire que ce qui coûtait 30 à fabriquer, on le vendait 90 par exemple. C'est-à-dire que la marge était à peu près également répartie entre assez peu d'acteurs en Oui, fait. peu Contrairement à d'acteurs. aujourd'hui dans la plupart des cas parce que les couches se sont empilées en fait. Tout à fait, il y a plus d'acteurs qui sont plus gourmands aujourd'hui qu'hier. D'accord. Donc du coup, quand on trouve un produit en magasin à 90 euros, Ouais. eh ben, il ne peut plus être acheté 30 euros euh, par l'écosystème, mais il doit coûter au maximum 10 euros. D'accord. Donc du coup, forcément que quand le coefficient de distribution global est de 1 pour 9 ou 1 pour 10, Ouais. ben, on ne peut plus produire localement. Ça revient à mettre un peu trop de monde sur le même gâteau en fait aujourd'hui. Ouais, c'est ça, Sauf si justement on répartit un peu mieux avec juste les acteurs nécessaires. tout à fait. Et nous, avec Internet, on s'est dit, ben, en 2013, c'est trop facile de raccourcir le circuit. Ça ne veut D'accord. pas dire forcément être tous voisins, parce que c'est juste géographiquement pas Ouais. possible. Par contre, avec Internet, la filière, on l'a raccourci de fait, puisque la distribution est beaucoup plus simple. D'accord. Donc du coup, on s'est dit, bah, tiens, si Levi's vend ses jeans 90 euros, elle les achète 30. Ouais. Si nous, on fait un coef de 1 pour 3, elle les achète 9, pardon. Si nous, on fait un coef de 1 pour 3, ça veut dire qu'on a jusqu'à 30 euros de budget d'achat pour que notre système fonctionne en circuit court. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 30 euros en France en termes de confection d'un jean? On s'est aperçu qu'on pouvait confectionner en France, on pouvait tisser en France, on pouvait teindre en France, on pouvait filer en France, et on peut même acheter du coton bio. Et faire en sorte que chaque maillon vive correctement en France. Exactement. Et du coup, grâce à ça, et ben en fait, à la différence d'un jean conventionnel où vous payez juste la distribution en France, donc le commerçant, Ouais. dans notre cas, vous payez le commerçant, vous payez de la confection, vous D'accord. payez l'atelier de tissage, l'atelier de teinture, la filature, Les transporteurs. les transporteurs qui travaillent aussi en France pour le. Enfin, il y a une part française pour un jean, euh, comment dire, délocalisé aussi. Ouais. Mais c'est pour dire que c'est beaucoup plus puissant et nous, 97% de la valeur du jean irrigue l'économie locale grâce à cette D'accord. filière courte. Alors juste pour resituer, 1083, il y a un sens, non pas caché, mais il y a un sens qui va avec ce nombre, ce chiffre. Mm. C'est quoi? Alors la clé de 1083, c'est la proximité. Parce que Ouais. quand on est proche les uns des autres, en kilomètres, en intermédiaire, ou quand on est proche des conséquences des choix que l'on fait, Ouais. c'est plus fort que nous, on est plus responsable, on fait plus attention. D'accord. Et donc la clé que je voulais mettre en avant, c'est la notion de proximité. Et donc j'ai calculé la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de France. Qui sont. Ces deux villes sont Menton au sud-est et Port-Spoder, un petit village au nord de Brest. D'accord. Et du coup, notre concept, notre défi, c'est de fabriquer des vêtements à moins de 1083 km de chez vous, où vous habitiez en France. Ce qui est plutôt une belle performance, sachant qu'un jean classique peut faire quoi, 30 000, 40 000 km en récupérant les différentes pièces et en assemblant la chose et jusqu'à la commercialisation. Oui, le collectif L'éthique sur l'étiquette, Ouais. qui travaille beaucoup sur les problématiques d'éthique dans le textile, a calculé qu'un jean faisait jusqu'à 65 000 km. Jusqu'à 65 000 km. Ok. Donc une fois et demi le tour de la Terre.
Sachant qu'en France seulement, on en consomme 88 millions par an. Ok. Donc je vous dis pas le nombre de kilomètres. Ouais, ça fait pas mal de tours de que ça planète. fait, et quand on parle de réchauffement climatique, par exemple, si on pouvait se passer d'une bonne partie de tous ces kilomètres, ça nous ferait pas de mal. Donc tu nous proposes une gamme de vêtements, une gamme de jeans bio qui sont quasiment sans énergie fossile par rapport à d'autres jeans qui peut-être au kilo font plusieurs dizaines de litres de pétrole. Enfin, je grossis le trait, mais c'est un peu ça. Oui, c'est ça. Alors après, c'est pas encore parfait. C'est-à-dire que bon, c'est 10 fois mieux que nos concurrents, mais c'est pas assez. Et c'est pour ça qu'on travaille sur le remplacement du coton bio. Surtout, c'est pas plus cher. Ah, et surtout, c'est pas plus cher, mais ça, c'est grâce au modèle économique. Ok. Et après, au niveau technique, on aimerait que ce soit encore mieux Ouais. en améliorant notamment le sourcing de matières premières. Pour l'instant, on se source en coton bio, ce qui est Vous avez déjà commencé à faire d'ailleurs. ce qu'on fait depuis le début. Ouais. C'est tout bio chez nous. Par contre, on aimerait bien, à l'avenir, remplacer le coton bio par le coton recyclé en valorisant nos anciens jeans pour récupérer les fibres de coton, refaire un fil et refaire un jean avec. Donc récupérer les anciens jeans. Oui. Oui, comme c'est dans nos pays qu'on les consomme, c'est dans nos pays qu'on les jette. Ouais. Cette ressource-là ne sert à rien. Elle charge nos déchetteries. Ok. Et nous, ce qu'on dit, c'est que si on pouvait en faire une ressource, ce serait hyper intéressant parce que du coup, on soulagerait le problème des déchets. Ouais. On créerait de l'emploi local sans aucun impact sur l'environnement. Donc c'est vraiment une question d'améliorer à la fois l'impact de l'activité sur l'environnement, l'impact et l'adhésion aussi des clients qui recherchent ça, je pense de plus en plus, et puis aussi finalement les conditions de travail sur place pour les différents intervenants sur toute la chaîne de production en France. Oui, c'est ça. Puisque je crois que vous avez mis en place un truc assez génial qui est le QR code dans chaque jean, qui permet de savoir qui a fait ton jean. Donc par exemple, dans la poche, il y a un QR code, on peut le flasher avec son téléphone et on voit les hommes et les femmes qui ont confectionné mon jean. Et on peut leur faire coucou. Oui, ben, ils ne vont pas vous voir, mais on voit leurs photos. Ouais. Et après, ben, on a une stratégie on a une démarche très transparente en fait, et du coup une stratégie très communautaire sur les réseaux sociaux, dans nos magasins aussi. Ouais. Et on espère prochainement le concrétiser en vrai avec l'ouverture d'un atelier visitable à Romans-sur-Isère, puisque c'est un lieu de passage quand même important, c'est au bord de la Sète. Ouais. Donc du coup, on a vraiment envie d'ouvrir nos portes au public, d'une part pour que les gens se rendent compte de la valeur de ces savoir-faire-là, parce que quand on voit comment c'est fait, on ne peut plus acheter un jean de la même manière. D'accord, c'est sûr. Ouais. Et montrer aussi aux gens qui travaillent derrière leur machine à coudre que leur savoir-faire a de la valeur. Ouais. Et donc, ce qui est complètement nouveau pour ces métiers-là, en fait. Ah oui, c'est de la science-fiction, qu'on les prenne en photo, c'est fou pour eux. Mais c'est une reconnaissance qu'ils n'avaient pas avant. En fait. C'est une reconnaissance qu'ils n'avaient pas avant. Et c'est quand on voit le temps qu'il faut pour maîtriser ces savoir-faire-là, on ne peut pas ne pas les mettre en avant. Quoi. Ouais. D'accord, c'est vraiment intéressant. Juste pour faire le tour un peu plus encore du jean bio. Le jean bio, c'est un peu, c'est une belle formule. On a déjà dit qu'il y avait beaucoup moins d'énergie fossile impliquée dans la production, qu'il y avait du coton bio, ce genre de choses, mais peut-être qu'on peut encore aller plus loin. C'est quoi exactement un jean bio? Alors déjà, on peut faire la définition d'un jean pas bio. Vous l'avez inventé, enfin, quasiment. Il y a d'autres marques qui font des jeans bio, mais en fait, si on remonte la problématique à l'impact environnemental en général, il y a 4 points qui posent des problèmes environnementaux au niveau du jean. Le jean est le produit textile le plus polluant du monde. Il y a la problématique du coton, qui consomme énormément de pesticides et énormément d'eau. Et donc nous, en utilisant du coton bio, on enlève les pesticides, c'est déjà un progrès. Ensuite, il y a la problématique des teintures, qui sont très normées, et c'est une chance en France et en Europe, pour ne pas balancer des eaux bleues dans les rivières. Les pays producteurs d'aujourd'hui ne bénéficient pas de ces normes-là. Et donc il y a des scandales dans ces pays-là et des retombées sur notre santé à nous. Comme par exemple en Chine, etc. Enfin, il y a plein de reportages à la télé qui dénoncent le fait qu'il n'y ait pas de surveillance. De surveillance et puis de, comment on dit pour les eaux là. Il n'y a pas d'obligation de retraitement des eaux, voilà. Ce genre de choses. Donc ça c'est un premier problème. Ensuite il y a le problème aussi du transport, parce que le jean fait 3 fois le tour du monde. Et il y a le problème du délavage. Tout ce qui est sablage, tout ce qui est délavage chimique, c'est très néfaste pour les opérateurs et pour l'environnement. Donc tout ça, ça se cumule en impacts qui sont finalement négatifs, plus négatifs, plus négatifs, et vraiment pas super, quoi. Non, c'est vraiment pas super le jean conventionnel.
Donc nous, on a remplacé le coton conventionnel par du coton bio, Ouais. et on espère faire mieux avec le coton recyclé. Ok. Pour les transports, on essaye on a relocalisé toutes les étapes de transformation en France. C'est-à-dire D'accord. qu'on part des balles de coton et on les transforme en jeans en France, donc ça fait 10 fois moins de kilomètres qu'un jean conventionnel. Encore quand tu dis 10 fois moins, c'est peut-être 30 ou 50 fois moins là. Peut-être. Ouais. Il y a quand même le transport du pays producteur parce que le coton, on l'importe d'un pays qui dépend du moment où on le cultive, puisque c'est une culture saisonnière. Donc du coup, on l'importe du Bénin, de Turquie, de Tanzanie, ça dépend. D'accord. Donc il y a quand même ces kilomètres-là. Oui, mais bon, c'est beaucoup moins. C'est toujours nettement moins que, Tout à fait. que la moyenne du jean. Mais on se doit d'être honnête avec nous-mêmes, et du coup, on ne peut pas juste se gargariser des kilomètres qu'on a économisés en France. D'accord. Il y a aussi cela qu'on peut améliorer, qu'on souhaite améliorer en utilisant, en valorisant les anciens jeans pour faire des nouveaux jeans. Ok. Donc il y a un souci de transparence permanent. Complet. C'est intéressant parce que c'est pas toujours. Enfin, toutes les marques ne font pas ça. Oui, mais nous, on vend pas la perfection. Ouais. On vend une démarche de progrès. D'accord. Donc si on n'accepte pas nos propres limites, c'est statique intellectuellement et ça n'a pas de sens. D'accord. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de chercher, c'est l'aventure, c'est de trouver, etc. Ok. La problématique de la teinture, en France, elle est très normée, donc nos jeans sont labellisés, etc. C'est propre. Ouais. Alors on va parler des labels dans d'autres minutes. Et il y a la problématique du délavage, Ouais. pour laquelle on n'a pas encore de solution jusque-là. Puisqu'on propose que des jeans bruts, tellement les solutions de délavage sont un peu crades. Par contre, on est en train de préparer l'investissement d'une machine de délavage au laser. D'accord. Ouais. Donc en fait, c'est juste un procédé qui va brûler en surface le jean et le décolorer. Et ça n'a aucun impact sur l'environnement. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a absolument rien, à part un laser qui dépigmente en fait le fil. Voilà. Et je crois que vous allez encore plus loin que ça, parce que tu as déjà commencé, enfin vous avez avec les équipes commencé un principe d'économie circulaire avec, alors les matières premières à l'origine viennent de loin, puisque le coton on ne le produit pas en France, mais au bout d'un moment on a quand même du coton en France. Est-ce que tu peux nous dire comment on peut éventuellement changer son mode d'approvisionnement en matières premières pour raccourcir encore plus les circuits qui déjà sont bien meilleurs à la moyenne? Alors, cette volonté de fabriquer nos jeans à partir d'anciens jeans dans une forme d'économie circulaire, on la tire d'une expérience qu'on a faite il y a 2 ans avec la création d'une nouvelle marque de pulls qui s'appelle le Tricolore. Le Tricolore. C'est des pulls tricotés en France, en laine recyclée en France. Ouais. Et en fait, on s'est appuyé sur une filature qui s'appelle la filature du Parc, qui est à Brassac dans le Tarn, et qui a développé un procédé de recyclage des pulls de laine. Ouais. En fait, il les trie par couleur, donc les pulls noirs avec les pulls noirs, les pulls rouges avec les pulls rouges. D'accord. Il les défibre, c'est-à-dire qu'il retrouve chacune des fibres originelles qui composent le fil, qui est ensuite tricoté pour faire un pull. Ouais. Et ces fibres-là, il les remélange ensemble et ils refont un fil. Et avec ce fil-là, qui est issu d'anciens pulls, on peut retricoter des pulls. Donc les vieux vêtements troués qui deviennent des déchets qu'on ne peut plus utiliser deviennent une nouvelle matière première. C'est ça. Ok. Et ça, vous l'avez mis en place pour les pulls? Alors, eux l'ont mis en place pour la laine, et donc nous, avec, on a fait des pulls. D'accord. Pour le jean, c'est plus compliqué parce que un pull, c'est tricoté de manière moins serrée, moins dense qu'un jean. Et donc, c'est plus facile à défibrer. Ok. C'est plus facile à démonter en quelque sorte. D'accord. Un jean, c'est tellement serré que pour le démonter, on risque d'arracher les fibres. Et donc, si on arrache les fibres, on va avoir des fibres très courtes qu'on sera incapable de refiler ensemble. Ok. Et donc, tout l'enjeu, c'est de réussir à défibrer les jeans délicatement pour retrouver des fibres suffisamment longues pour refaire un fil. Donc là, vous êtes sur un principe de recherche et développement, j'imagine. Vous cherchez la solution, il y a un peu de tâtonnement pour trouver la solution qui finalement sera plus tard industrialisée. En fait. C'est exactement ça. Ok. Mais il y a bon espoir d'y arriver. Ben oui, tant que c'est pas impossible, c'est possible. Voilà, exactement. Bon, c'est vraiment super intéressant. J'avais une autre question sur les labels. On en a parlé très rapidement tout à l'heure. Les labels, moi j'en vois beaucoup quand je travaille sur Bio Entrepreneur. C'est une question qui vient souvent. Le label bio, agriculture biologique, il y a quoi d'autre? Il y a des labels de mode éthique aussi. Et en fait, je me pose la question de leur utilité. Et je voulais te poser la question à toi qui
qui est directement concerné, puisque tu veux te poser la question aussi. Oui, les labels, c'est vraiment très complexe. Ouais. Dans le bio, dans la mode éthique, il n'y a pas de label de référence. Et du coup, il y a 15 000 labels. C'est ça. Chacun y va un peu de son initiative pour dire ah bah moi je labellise ça. Alors le côté bio, le côté équitable, sur la confection, sur la teinture. Du coup, nous-mêmes professionnels, on n'y comprend rien, donc le consommateur n'y comprend rien. D'accord. Donc nous, on a essayé d'agréger ça sous la forme d'une synthèse de labels pour essayer de qualifier finalement la force et la faiblesse de chaque label. Ça s'appelle label éthique. D'accord. En vrai, ça ne devrait pas être à nous, en tant que distributeur, d'assumer ce rôle-là, parce que du coup, ça nous place comme juge et partie. Ok. Donc c'est une initiative qu'on a... Je ferai un petit lien, je crois que tu as un article là-dessus. Oui, sur le site label éthique. Ok, je ferai un petit lien juste sur les vidéos, vous pouvez cliquer dessus si vous voulez en savoir plus. Mais l'idée c'est de hiérarchiser un peu les différents labels qui correspondent à une amélioration encore meilleure, etc. Puisque évidemment on n'est pas dans un monde parfait et on peut toujours améliorer les choses quand on est dans une démarche éco-entrepreneuriale en fait. Oui, tout à fait. C'est un peu ça le message. Donc sur le bio, c'est un peu le bazar, parce qu'il y a beaucoup de labels du fait qu'il n'y en ait pas de référence. Ouais. Par contre, sur le Made in France, il y a un label de référence qui s'appelle Origine France Garantie, qu'on veut soutenir, et c'est pour ça qu'on s'est labellisé, parce qu'on ne peut pas se plaindre de la foire au label du bio et ne pas soutenir le seul qui existe pour le Made in France. Ouais. Donc du coup, on est labellisé Origine France Garantie, on en est très fiers, et c'est une manière d'expliquer aux consommateurs que il y a différentes étapes dans un jean qui peuvent être faites en France, et c'est un moyen de légitimer, de l'expliquer, de le valoriser. D'accord. Alors j'ai pas très bien compris pourquoi celui-là plutôt qu'un autre, parce que finalement on peut se dire bon je vais prendre un premier label, je vais me faire certifier soit Origine France Garantie, soit agriculture biologique, et puis au bout d'un moment on se dit mais il va m'en falloir 15 pour avoir tous les certificats dont je vais avoir besoin pour être super carré sur ma démarche. Dans l'environnement, il en faudrait 15. Ouais. Parce qu'en fait, déjà, je ne peux pas labelliser mon jean agriculture biologique parce qu'il ne pousse pas dans un champ, mon jean. D'accord. Donc du coup, il y a une étape industrielle qui peut être labellisée par plusieurs labels. Ouais. GOTS, Cotex, Max Havelaar sur la partie commerce équitable, il y en a des dizaines. Ok. Sur la thématique donc ça, c'est sur la thématique de l'environnement. J'imagine qu'en tant qu'entrepreneur, on peut pas passer son temps à labelliser toutes les possibilités de labellisation. Oui, puis c'est pas efficace. C'est-à-dire que ça sert à rien d'avoir une étiquette grosse comme un poster pour mettre tous les logos. Enfin, ça n'a aucun intérêt de fond et de forme. Ok. Par contre, parce qu'en fait, il manque un label de référence. Ouais. S'il existait, pour dire voilà, si vous êtes labellisé comme ça veut dire ça, on le ferait évidemment. Il n'existe pas dans la mode éthique. Par contre, il existe un label dans la problématique du Made in France qui, lui, résume et qui réunit tous les enjeux du secteur du Made in France. Et donc, sur cette problématique-là, comme il n'y en a qu'un et qui fait référence, on le soutient, évidemment, et on se labellise. Ok, donc ça relativise l'importance des labels. On peut quand même produire éthique, finalement, en ayant un recours minimum à tout ce qui est administratif, qui est lié à tout ça, puisqu'évidemment, on n'obtient pas un label comme ça. Donc ça peut aussi permettre de produire sain tout en se facilitant la vie. Oui, puis on peut faire sans ces labels. Si on a une démarche sincère, transparente, c'est pas grave de ne pas avoir de label, tant qu'on informe les consommateurs. Sur le site 1083.fr, vous pouvez voir toutes les villes où sont fabriquées chacune des étapes de la confection des jeans. D'où par contre l'intérêt de la transparence Complètement. Dont on parlait tout à l'heure. Tout à fait. Ok, c'est super intéressant, merci pour cet échange. J'ai envie de te poser encore peut-être une dernière question. On a des éco-entrepreneurs qui se cherchent ou qui sont en train de se trouver, qui sont en train de créer des projets ou de chercher une idée. Est-ce que tu auras un conseil à leur donner pour se lancer dans l'aventure, pour améliorer leur activité, la transformer, pour ce genre de choses? Je dirais que nous, dans l'équipe, on a un petit slogan, c'est douceur et acharnement. C'est-à-dire qu'on aime bien faire preuve d'acharnement parce qu'en fait, il en faut dans la vie d'entrepreneur, sinon on subit les choses et c'est encore plus compliqué. La persévérance en fait. Voilà, la persévérance. Et la douceur parce que ça ne sert à rien de faire sous forme, avec la force. La force ne mène à rien. D'accord. Surtout que l'éco-entrepreneuriat fait preuve d'une bienveillance qui est super enrichissante, il y a beaucoup de mise en réseau, etc. Ça, et donc, du coup, c'est vraiment important de mettre les formes. Ok. Voilà, et puis après, je dirais qu'il ne faut pas hésiter à inventer. Comme je le dis souvent, tant que c'est pas impossible, c'est possible. Donc du coup, faut... Tant que c'est pas impossible, c'est possible. Ouais. Ça, c'est une clé pour moi pour toujours essayer de faire plus et mieux. D'accord.
Super. Peut-être un dernier mot sur l'évolution future de ton projet. Comment est-ce que ça va évoluer d'après toi? Enfin, quels sont les nouveaux challenges éco-entrepreneuriales qui vous attendent? Eh ben, nos clients nous font comprendre qu'on doit avoir de l'ambition pour notre projet. On a créé une vingtaine d'emplois en seulement 3 ans Ouais. dans le textile en France, ce qui est D'accord. beaucoup vu notre secteur d'activité. Puisque, Ce que beaucoup croyaient impossible. voilà. Et tout ça avec seulement 20 000 jeans vendus en 3 ans. D'accord. Le marché en France est de 88 millions de jeans vendus chaque année en France. Ok. Donc c'est un peu un devoir que Ouais. l'on a, sachant qu'on est au près du marché, d'essayer de changer d'échelle pour augmenter la part du jean made in France et bio D'accord. sur le marché français. Donc notre enjeu, c'est de grandir correctement, durablement, pour créer plus d'emplois et montrer la valeur des convictions qui nous sont chères. Quoi. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Thomas Hurriez Merci à d'avoir toi. pu m'accorder ces quelques minutes. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Laissez juste en dessous votre petit commentaire comme d'habitude, ce sera toujours sympa de continuer la discussion, le débat avec vous. Je transmettrai bien sûr les messages qu'il y a à transmettre à Thomas sans aucun problème et avec plaisir. Merci. Merci, à très bientôt pour une prochaine. Ciao.